Bonjour tout le monde. Alors je fais un nouveau test pour voir si vous me voyez et m'entendez bien. Et si c'est le cas, on va attendre quelques petites minutes que les personnes qui se sont inscrites aient le temps d'arriver. Et puis ensuite, on va pouvoir démarrer. Tant mieux. Donc ok. Donc il y a un retour image, un retour son. Ce que je vous propose, c'est que pour que le webinaire dure jusqu'à 11h45. Je vais attendre 11h05 pour démarrer, que les derniers participants nous rejoignent. Et au pire des cas, ils nous rejoindront en cours de route. Euh, voilà. Je vous dis à dans quelques minutes. Merci à Gilles. Parfait. Je vois que les personnes présentes me reçoivent bien. Ça commence à se remplir. La salle s'est un peu remplie. Enfin, oui, là, on va dire la salle s'est un peu remplie. Ce que je vous propose, c'est que je vous fais une petite introduction en attendant, et puis ensuite, on va pouvoir démarrer sur le cœur du sujet. Donc, rapidement, c'est un webinaire qui est organisé aujourd'hui par la société Spectral, avec laquelle, pour la plus grande majorité, vous avez déjà eu des échanges plus ou moins longs. Si c'est pas le cas, écoutez, on aura peut-être l'occasion d'échanger par la suite. L'idée, en tout cas, aujourd'hui, étant de se dire évidemment qu'on va parler de spectral, ça c'est évident, mais on va surtout parler de réalité augmentée et comment est-ce que cette technologie peut s'adapter sur des processus industriels qui vont être, vous allez voir, assez variés. Et donc voilà, l'idée étant que je vous fasse une présentation assez rapide de ce qu'on a prévu, et c'est surtout qu'on puisse laisser un maximum de temps pour les questions-réponses, qui sont souvent la partie la plus intéressante de ce type d'événement, sachant que pour tout ce qui est présentation et replay, il me semble que vous recevrez automatiquement ces différents éléments. Et si, très rapidement, donc moi évidemment Nicolas, Nicolas Malatré, pardon, je fais partie de la société Spectral que j'ai rejoint en février 2019. Je travaille aujourd'hui sur la partie plus commerciale, on va dire. Et voilà. Voilà un petit peu mon profil. Vous le verrez au cours de la présentation. J'ai l'occasion de travailler avec différents types de clients. Je me ferai un plaisir de vous présenter si jamais vous avez des questions. Et écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on démarre dès maintenant. Présentation. Hop. Alors, Julie, est-ce que tu peux me confirmer que ça apparaît bien en plein écran? Ok. Écoutez, on est parti. Donc, comme prévu, hein, le thème n'a pas changé. On va rester sur
sur la problématique suivante, c'est-à-dire comment est-ce que la réalité augmentée aujourd'hui va nous permettre de construire des projets intéressants et surtout viables pour votre entreprise. Et donc, vous allez voir que pour ce faire, on va pouvoir identifier différentes façons de faire. Et c'est un petit peu ce qu'on va creuser par la suite. Ce que je vais juste me permettre dans un premier temps, c'est de vous rappeler un petit peu l'objectif de la solution spectrale, en quoi elle consiste et ce qu'elle permet de faire. Alors c'est pas à l'écran, mais ce qu'il faut savoir, c'est donc que Spectral, nous, on est un éditeur de soft, donc de logiciels. Notre logiciel est composé de deux éléments. D'une part, la partie réalité augmentée, qui est la partie vraiment parlante, dans le sens où c'est la partie qui est très visuelle, où on va pouvoir faire afficher un petit peu toutes les informations qu'on veut. Et il y a une seconde partie qui est la partie de gauche, où là, c'est un petit peu notre élément différenciant par rapport à d'autres acteurs du marché. C'est ce qu'on appelle, nous, le studio, ce qui correspond à une plateforme SaaS disponible depuis n'importe quel navigateur web, où vous allez pouvoir très facilement créer et éditer votre contenu en réalité augmentée. Quand je vous dis très facilement, c'est que nous, ce qu'on a voulu faire et ce qu'on continue de faire à chaque fois qu'on développe des nouvelles fonctionnalités, c'est que cet outil-là soit utilisable par des personnes qui n'ont aucune connaissance en développement informatique. Et je vais aller un petit peu plus loin en disant que finalement, cette partie-là du logiciel est presque aussi simple qu'un logiciel de traitement de texte en termes d'utilisation. Et finalement, le studio plus le logiciel embarqué, donc qu'on appelle Spectral View, vont nous permettre une chose qui est un petit peu la raison d'être de Spectral, ça va être de la captation, puis la transmission des savoir-faire. Le constat étant qu'aujourd'hui, on a remarqué donc, que dans l'industrie, dans d'autres secteurs également, mais nous, on a préféré se concentrer sur l'industrie, il y avait un certain nombre de départs à la retraite, et ces départs à la retraite amenaient une fuite du savoir-faire, puisque aujourd'hui, le savoir-faire est assez mal stocké dans les grandes entreprises industrielles. Et notre solution a pour vocation de régler un petit peu ce problème-là, puisque d'une part, des personnes qui ont le savoir-faire vont pouvoir le déposer, donc comme je vous l'ai dit très facilement, via la partie studio. Et ensuite, notre logiciel embarqué dans les lunettes de réalité augmentée va matérialiser ce savoir-faire directement dans le champ de vision de l'utilisateur. L'utilisateur, on va le voir après, mais pourra être un nouvel arrivant, un intérimaire, un saisonnier, ou même une personne qui a des connaissances, mais qui n'a pas forcément les connaissances sur une opération donnée. Donc voilà, très rapidement pour Spectral. Encore une fois, bon, il y a notre site web qui, je pense, est accessible assez facilement, ou sinon, nous, on se fera un plaisir de répondre à vos différentes questions. Alors, le sujet d'aujourd'hui, donc, qui est un petit peu plus ça que Spectral, c'est de se dire très bien comment est-ce qu'on peut mettre en place une stratégie de digitalisation à l'aide de la réalité augmentée. Bon, la question est très vague puisque qui dit digitalisation dit énormément de sujets différents. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur un périmètre un peu plus restreint qui va être la digitalisation à travers la réalité augmentée. Donc là, ce qu'on remarque ici, c'est voilà, ces différentes catégories qui sont des catégories assez répandues sur le marché en termes de digitalisation de process via la réalité augmentée. Et c'est des cas auxquels nous, on a affaire quotidiennement. Bon, je vais passer rapidement sur les différents titres, mais surtout, je vais essayer de vous donner des exemples concrets pour chacune de ces catégories-là. La maintenance de niveau 1. En l'occurrence, ici, on a un cas concret qui est un cas qu'on a mis en place chez Safran, du côté de Corbeil, où chaque semaine, la maintenance de niveau 1 d'une machine qui est une sableuse, bon, à la limite, qu'importe à quoi sert la sableuse, la maintenance de niveau 1 doit être réalisée par l'opérateur qui travaillera dessus la journée du lundi. Il s'avère que cet opérateur, ce n'est pas toujours le même chaque semaine, mais cette maintenance a besoin d'être réalisée de la même façon toutes les semaines. Donc là, l'intérêt est double, c'est que on va pouvoir, à l'aide du casque, permettre à n'importe quel opérateur de réaliser sa maintenance de niveau 1, sans accompagnement, sans aide extérieure forcément. Et l'élément qui est aussi intéressant, c'est que aujourd'hui, la façon dont est effectuée cette maintenance de niveau 1, on va dire que tout ce qui est la partie reporting, c'est sur une feuille volante, eh bien, je viens cocher si mon contrôle est conforme ou non conforme. Et dans le cas où il est non conforme, je viens ajouter un commentaire. Il s'avère que pour compiler ces informations-là dans un document digital type Excel, c'est un peu laborieux. Et ce qu'on remarque beaucoup, c'est que ces feuilles volantes sont accumulées et une fois que le tas est relativement important, et on va l'archiver, mais sans jamais pouvoir analyser les données
qui sont présentes dans ce document. L'idée avec Spectral, c'est que tout ce qui va être conforme, non conforme, plus commentaire, on va pouvoir le digitaliser et vous donner accès à ces éléments-là directement via la plateforme ou dans des temps un peu plus longs, directement sur votre système d'information. C'est le double intérêt. On a aussi de la visualisation de modèles 3D. Donc là, de la visualisation de modèles 3D, c'est avec notre client Air Liquide qu'on réalise cette opération. Disons qu'ils ont un centre de recherche qui crée des machines ou qui crée des nouveaux process. Ce centre est basé en France. Simplement, les innovations qu'ils mettent en place ne sont pas destinées qu'au marché français, mais au marché mondial. Là où il y a une difficulté, c'est de se dire si j'ai qu'une seule machine de ce type-là, comment est-ce que je peux faire pour que mes collaborateurs en Chine, en Australie ou en Amérique latine puissent se familiariser avec la machine pour derrière la proposer sur leur marché. Il s'avère que c'est un petit peu compliqué aujourd'hui. Et nous, ce qu'on a réussi à faire, c'est une modélisation 3D de la machine en question avec tout un tas de scénarios associés. Donc, quand je vous dis des scénarios, ça correspond à des modes opératoires. C'est l'appellation qu'on utilise nous chez Spectral, mais qui fait pas forcément foi dans le milieu, hein, je vous l'accorde. Mais en gros, on va avoir des modes opératoires de type allumage, éteignage, maintenance de niveau 1, remise en état, voilà. Tout un tas d'éléments. Et ça, ben justement, la solution Spectral vous permet de créer autant de scénarios que vous voulez sur telle ou telle machine. On va avoir des instructions d'assemblage digitalisées. Donc là, c'est finalement une fiche métier pour réaliser un process qu'on va passer directement sur la plateforme. Guidage sur de la maintenance complexe. Alors là, on a deux cas qui sont très parlants. Je vais vous parler du cas de Veolia que je connais un peu plus. Mais c'est pas vraiment de la maintenance complexe. Disons que c'est plutôt sur des opérations associées à des gestes rares, c'est-à-dire des opérations qu'on effectue que très rarement, mais qui sont souvent critiques. Là, en l'occurrence, c'était d'effectuer le passage en marche dégradée d'une usine, c'est-à-dire que pour quand un problème important survient sur l'usine, c'est une usine de traitement d'eau, il faut qu'elle continue de tourner malgré ce souci-là. À ce moment-là, on récupère un petit peu l'usine en mode manuel. Mais pour faire ce passage en mode manuel, il faut passer dans différents locaux, activer différents commutateurs, faire toute une série de manipulations qui doivent être effectuées dans un ordre très précis et évidemment le plus rapidement possible, de sorte à récupérer la main sur l'usine et donc pouvoir continuer la production. Là, dans ce cas-là, ce qu'on a constaté, c'est que pour mettre en place le scénario avec un collaborateur Veolia sur place qui connaissait le site, on a mis une demi-journée, le temps d'identifier où étaient localisés les différents locaux, dans quel ordre il fallait réaliser telle et telle opération et sur quel commutateur, par exemple, ça se passait. Donc là, on a mis une demi-journée pour mettre en place le scénario. C'est à peu près le temps qu'aurait mis l'opérateur pour réaliser cette opération. Une fois qu'on a mis en place ce scénario, pour le réaliser, une fois qu'on avait la solution spectrale bien positionnée, il nous fallait plus que 15 minutes. Donc, en termes de temps de production, en termes de perte de temps de production, on passe de une demi-journée à 15 minutes. Ensuite, on va avoir un cas qui est le contrôle qualité. Ici, ce qui est intéressant avec une solution de réalité augmentée, c'est de se dire que le contrôle qualité, en le faisant avec la réalité augmentée, on va pouvoir être exhaustif. Ici, le cas sur lequel on a travaillé, c'était un cas chez Airbus. Ils récupèrent des tronçons d'avion. Ils doivent faire des applications de mastic et de différentes matières. Et ensuite, ils doivent relivrer ce tronçon à un de leurs prestataires. Au moment où il y a la livraison au prestataire, il y a un état des lieux finalement du tronçon de l'avion qui est livré. Et l'idée étant de se dire, voilà, moi j'ai fait tous ces contrôles-là que je considère comme valides. Quand vous allez le réceptionner, faites les mêmes contrôles et dites-moi lesquels sont valides ou non. Techniquement, on doit avoir 100% de ressemblance. Il s'avère que dans la réalité des faits, on a toujours des décalages. Là, avec la réalité augmentée, on va pouvoir identifier de façon exhaustive tous les points qui sont à contrôler, de sorte à ce que les opérateurs ne passent pas à côté d'un petit élément ou d'une petite surface qui, à cause d'un oubli, n'a pas été contrôlé. On va avoir des cas d'usage également de remote assist. Donc là, le remote assist, c'est la traduction anglaise, on va dire, d'expert distant, qui n'a peut-être pas forcément un sens pour tout le monde au quotidien, mais finalement, c'est de se dire, les lunettes de réalité augmentée et associées à un logiciel comme Spectral, par exemple, vont permettre à un expert, alors là, le cas d'usage, c'est l'expert confiné pendant la phase, la crise sanitaire qu'on a pu vivre. L'expert est confiné chez lui, il n'a pas forcément accès au site.
Simplement, un opérateur sur le terrain constate un problème. Eh ben, plutôt que de faire appel à l'expert pour qu'il se déplace et qu'il puisse diagnostiquer le problème, c'était quelque chose qui n'était pas forcément faisable ces dernières semaines, ces derniers mois, on va pouvoir appeler notre expert sur son ordinateur et lui va voir à travers nos yeux. Donc à travers nos yeux, c'est-à-dire à travers la caméra, et il va pouvoir donc communiquer via des échanges vocaux directement à partir des lunettes, et en plus mettre en évidence des éléments qui apparaissent directement dans le champ de vision du technicien ou de l'opérateur. Donc là, on va pouvoir travailler sur des tableaux électriques, on va pouvoir travailler sur tout type de machine, honnêtement, et c'est de permettre d'avoir une réactivité plus forte et surtout en termes de gains pour les industriels, c'est de se dire qu'on va éviter des déplacements pour rien, parce que je pense que vous avez déjà été confronté à des cas où un expert se déplace pour diagnostiquer finalement que le commutateur était sur manuel au lieu d'être sur auto. Et c'est un petit peu dommage en termes de perte de temps et en termes de coût de devoir mobiliser un expert pour des opérations comme ça. Et bah là, avec les lunettes, on passe un coup de téléphone, c'est presque aussi simple que ça. Et rapidement, on peut faire un premier diagnostic. Et enfin, bon alors là, je vais passer un peu moins de temps sur la dernière catégorie, qui est la formation de nouveaux arrivants et de jeunes intérimaires. Bon, finalement ici, l'idée c'est de se dire, on a un savoir-faire qui est stocké dans une base de données, il n'est plus que dans la tête d'une ou deux personnes sur un site, et on va pouvoir commencer à faire se former les nouveaux arrivants sur un site à l'aide de la réalité augmentée. L'idée étant aussi que du coup, les personnes qui ont le savoir-faire vont pouvoir se concentrer sur des opérations à plus haute valeur ajoutée, comme par exemple de la production, ou alors venir en aide sur de la formation, parce que le contact humain n'est quand même pas à supprimer à cause de la réalité augmentée, mais ils vont pouvoir intervenir sur des opérations beaucoup plus spécifiques, par exemple. Voilà un petit peu. J'entends qu'il y a des questions en même temps qui tournent. Je pense qu'on vous y répond. Si jamais il y a besoin d'y revenir, on aura l'occasion de traiter ça en fin de webinaire. Alors donc voilà, je vous ai un petit peu parlé donc des grandes familles de cas d'usage. Alors à savoir qu'on n'a pas la prétention d'être exhaustif sur ces familles de cas d'usage chez Spectral, puisque on va pas se mentir, la réalité augmentée aujourd'hui c'est une technologie qui est émergente. C'est aussi ce qui fait un peu son charme, c'est de se dire qu'on identifie des problématiques, mais on a peut-être découvert 5% des problématiques qu'on va pouvoir résoudre à l'aide de la réalité augmentée. Donc si vous avez des problématiques propres à votre entreprise qui ne rentrent pas forcément dans la catégorie précédente. L'idée n'étant pas de se dire que du coup c'est pas la réalité augmentée qu'il vous faut, c'est peut-être de se dire on peut enclencher des discussions pour voir comment est-ce qu'on pourrait mettre en place de la réalité augmentée, potentiellement, peut-être que ce sera d'autres technos pour résoudre ces problématiques. Et donc justement, comment identifier un cas d'usage pertinent? Parce que bon, alors là c'est un modèle assez classique, hein. Encore une fois, nous Spectral, on n'a rien inventé sur cette façon de faire. C'est qu'on travaille en positionnant des cas d'usage. On a certains de nos concurrents qui se disent notre solution est suffisamment puissante pour que on arrive sur votre site, on découvre les problématiques et on résolve tout. Bon, c'est ambitieux et souvent ça se passe pas aussi facilement que ça. Donc dorénavant, nous, on a fait ce choix de se concentrer sur des cas pratiques très précis. Et on va même un petit peu plus loin, et ça vous le verrez après, c'est que on estime qu'un cas d'usage ou un business case est intéressant quand on a réussi à y associer un ROI concret. Parce que finalement, des cas d'usage, il en existe peut-être pas une infinité, mais quand même un nombre très important. En revanche, des cas d'usage où la réalité augmentée apporte des gains à nos clients, là, c'est tout de suite un peu plus rare. Donc, on va faire ce travail-là ensemble, mais déjà, dans un premier temps, si vous souhaitez implémenter de l'innovation ou des nouvelles technologies sur vos sites ou dans votre entreprise, vous pouvez un petit peu vous poser les questions suivantes. On va commencer déjà par identifier quels sont plutôt les pôles ou les entités, les localisations où on rencontre le plus de difficultés. Alors là, encore une fois, le terme difficulté est assez vague. Ça peut se matérialiser de différentes façons. Mais où est-ce que je perds du temps? Où est-ce que j'ai de la casse? Où est-ce que j'ai des coûts de maintenance qui sont exorbitants? Ça peut être ce type de choses-là. Ensuite, on a deux options, donc ça qui correspond aux deux points suivants, c'est de se dire, soit j'ai des problèmes qui sont récurrents, qui arrivent une fois tous les jours, une fois toutes les semaines, et on se dit, bon, on connaît ce problème, on sait très bien qu'il va survenir, mais je mets rien en place pour essayer de le résoudre. Ça, c'est un petit peu dommage. Peut-être que une techno comme la réalité augmentée va vous permettre de résoudre ce problème. Et l'autre cas, ce sont des cas d'usage qui surviennent beaucoup moins fréquemment. Donc là, on parle de cas d'usage rares ou complexes.
Mais si une erreur est commise lors de la réalisation de ce cas d'usage, on a des coûts qui deviennent rapidement exorbitants. Et là, encore une fois, la réalité augmentée peut se positionner comme une aide à la décision et surtout une façon d'éviter les oublis et d'être le plus exhaustif possible dans les opérations qu'on est en train de réaliser. Et derrière, eh ben, on vient ajouter en fait un facteur, des facteurs multiplicateurs. On va se dire eh ben, combien de temps ça va nous faire perdre. Enfin, l'idée là étant de jouer avec des notions qui vont être le temps et l'argent. Si jamais ben, mon problème ou ma casse, donc mon temps d'arrêt machine par exemple, arrive pendant, je sais pas, ma machine s'arrête pendant 3 heures, alors que finalement, avec un coup de remote assist, donc d'expert distant, en 15 minutes, je peux désormais diagnostiquer mon problème et le résoudre. Ben voilà, on gagne 2h45 de temps de production. Finalement, là, on a un ROI qui est assez facilement calculable. Ou alors, et ben voilà, mes erreurs, mes problèmes, mes problèmes, enfin voilà, les différentes choses que je rencontre me coûtent tant d'argent parce qu'il a fallu que je rachète une pompe, parce qu'il a fallu que je mobilise 2 mainteneurs pendant 3 journées en les faisant travailler de nuit, etc. Tout ça, c'est des choses qu'on peut quantifier. Et mis bout à bout, eh ben, ça va nous permettre de définir un ROI. L'idée étant que ces ROI soient plus forts que l'investissement que vous faites dans les solutions d'innovation. Alors, donc là, voilà, donc c'est quelques chiffres. À la limite, vous allez recevoir les slides, donc je vous laisserai prendre connaissance de ces chiffres et on aura l'occasion d'en rediscuter si vous voulez. Mais l'idée là derrière cette slide, c'est de se dire que la réalité augmentée, il y a 5 ans, c'était absolument pas un enjeu. Aujourd'hui, ça commence à être un enjeu qui est de plus en plus fort parce que les industriels et surtout les personnes au sein des industries se rendre compte que c'est une technologie où il y a quelque chose à faire. Et je vais aller un petit peu plus loin en me projetant dans le futur. Alors là, difficile de se dire à plus combien d'années on se projette, mais c'est peut-être dans 2 ans, c'est peut-être dans 5 ans, peut-être dans 10, à voir à quelle vitesse tout ça va avancer. Mais on a de plus en plus d'entreprises qui commencent à investir massivement dans la réalité augmentée, que ce soit des industries pour résoudre des problèmes, ou bien des entreprises qui vont, comme Microsoft, créer des devices parce qu'elles sentent que la réalité augmentée en tant que technologie va devenir un enjeu clé pour le monde dans lequel on vit. On peut faire un parallèle avec le smartphone. C'était que finalement le smartphone, tant qu'on n'en avait pas connaissance, personne ne voyait ça comme un enjeu, ou alors qu'une toute petite niche, un tout petit nombre de personnes. Et puis il s'avère qu'on a mis le smartphone dans les mains de quelques personnes et rapidement on s'est retrouvé avec des smartphones dans les mains de tout le monde. Là, la réalité augmentée, on est un petit peu dans cette phase où il y a quelques personnes qui tentent le coup, qui prennent le risque de se dire, la réalité augmentée, moi, je sens qu'il y a quelque chose à faire, donc je commence à faire des tests dès maintenant. Mais si vous commencez dès aujourd'hui, eh ben, vous aurez clairement pris un coup d'avance sur vos concurrents qui, eux, aujourd'hui se disent, je vais laisser mes concurrents aller un petit peu se casser les dents sur une technologie comme ça, et puis on verra comment est-ce que ça va se matérialiser. Voilà. Et puis, alors là, c'est plus de l'informatif, on va dire, mais en termes de grandes entreprises qui parlent beaucoup de réalité augmentée aujourd'hui, sans trop de surprises, on a tout le groupe qu'on va appeler les GAFA, enfin les GAFA, même qui sont donc Microsoft qui est déjà bien implémenté avec ses lunettes qui sont les HoloLens 2, qui aujourd'hui font vraiment foi sur le marché. Nous, c'est le device sur lequel on s'appuie. À savoir que on se définit comme device agnostique, c'est-à-dire que finalement on n'est pas marié à une de ces grandes entreprises. On va plutôt utiliser la technologie qui est la plus pertinente pour notre clientèle. Et donc du coup, aujourd'hui c'est Microsoft. Et là, on a de plus en plus d'informations qui fuitent. Alors, est-ce que ce sont des fuites à la limite, peu importe. Mais du côté de chez Google, qui remobilise un petit peu ces équipes de la Google Glass. Voilà, la Google Glass qui n'a pas forcément eu l'effet escompté, mais il y a déjà des équipes présentes, reste à réinvestir dedans. Facebook, Amazon sont aussi des entreprises, et Apple, pardon, qui parlent beaucoup de ces sujets-là en ce moment. Ah, donc des choses plutôt intéressantes à venir normalement dans le futur, quand ces grandes entreprises commencent à dépenser de l'argent. On peut estimer que c'est rarement dans le vide. Après, peut-être qu'on assistera à un flop, mais en tout cas, nous, c'est absolument pas ce qu'on pense, et ça m'étonnerait que ce soit ce que ces entreprises-là pensent également. Quel projet d'investissement pour vos entreprises? Alors là, ce sont des cas un petit peu plus concrets dont on va vous parler. Ça va être autour. Nous, c'est les 3 grandes catégories sur lesquelles on vient travailler et on se rend compte que beaucoup d'industriels ont ces enjeux-là.
Donc, on va avoir des enjeux de production, on va avoir des enjeux de maintenance et des enjeux de formation. Ça reste des catégories très vastes. Pour essayer de rentrer un petit peu plus dans le détail, aujourd'hui, nous, un cas d'usage qui fonctionne très bien chez nos clients en production, c'est le changement de format. L'idée étant de se dire que j'ai une ligne de production qui me permet de réaliser un objet A, et de temps en temps, cet objet A, j'ai plus besoin de le produire car mon stock est suffisant. Et ben, il faut que je fasse basculer ma ligne de production pour qu'elle puisse produire l'objet B, qui est plus nécessaire à l'instant donné. Ben, à ce moment-là, on effectue ce qu'on appelle un changement de format, même si bon, je pense que je vous apprends rien. Ce changement de format, il y a plein d'enjeux qui y sont liés. Il faut évidemment bien le réaliser. Il faut le réaliser dans le temps le plus court possible, de sorte à pouvoir produire plus rapidement de l'objet B. Et les personnes qui vont réaliser ces changements de format ne sont pas toujours les mêmes, n'ont pas forcément le savoir-faire en tête et ne maîtrisent pas forcément les protocoles sur le bout des doigts. Et ben là, voilà, donc c'est un petit peu les points qui suivent. Avec une solution comme Spectral, on va pouvoir déclencher un scénario, donc qui va être le mode opératoire de changement de format de telle ligne de production à telle ligne de production, surtout de tel type de production à tel type de production. Et on va accompagner les personnes sur le terrain et face à cette ligne de production, de sorte à les guider pas à pas pour effectuer les différentes actions du mode opératoire. Si jamais la personne a besoin, elle peut évidemment s'appuyer sur des médias. Des médias, ça va être de la documentation PDF, des vidéos pour montrer comment bien faire tel ou tel geste, des enregistrements audio. Enfin voilà, on peut faire apparaître un petit peu n'importe quelle information qui va venir en aide à la personne qui réalise cette opération-là. Donc cette opération de changement de format. Sur la maintenance, alors oui, là, on a choisi l'axe qui est responsabilisation des équipes. C'est-à-dire, ça rejoint un petit peu le cas de maintenance de niveau 1 que je vous évoquais plus tôt. C'est que finalement, donc on a des équipes de maintenance qui sont dédiées, mais qui aujourd'hui ont le sentiment, tout du moins nous, c'est le sentiment qu'on a un peu remonté avec via les discussions qu'on peut avoir avec ces équipes-là, c'est qu'elles sont envoyées sur des tâches où elles estiment qu'elles n'ont pas la meilleure le plus d'impact. C'est-à-dire qu'on va les envoyer sur des diagnostics ou sur des réparations qui sont finalement assez simples, et je vais aller un petit peu plus loin, qui sont faisables par des opérateurs ou par des techniciens présents sur le terrain. Et eux se disent, enfin, quand nous on leur présente notre solution spectrale, ils se disent, ah oui, on pourrait leur donner la solution spectrale où nous on dépose notre savoir-faire qui est de réaliser les opérations sur lesquelles on est envoyé aujourd'hui, pour que eux puissent les faire en autonomie, de sorte à ce que ces équipes de maintenance puissent se concentrer, voilà, sur des opérations où le niveau de maintenance est un petit peu plus élevé. Et là, donc bon, le principe reste le même. Les équipes opérationnelles vont se faire accompagner, guider pour mener à bien toute leur maintenance. Alors là, donc on parlait de maintenance de niveau 1, ça peut être ronde de maintenance, ça peut vraiment être tout type d'opération. Relativement simple. Quand je dis relativement simple, c'est qu'elle ne demande pas d'habilitation particulière. On va pas demander à un opérateur terrain qui n'a pas d'habilitation électrique d'aller se confronter à un tableau de tension, par exemple. Ça, on s'en doute. Et enfin, sur la formation, ici le gros enjeu, ça va être le gain de temps. Parce que on était par exemple il y a 2 semaines chez un client qui s'appelle Limagrin dans la région Auvergne, qui crée des semences. Et cette entreprise-là a un pic d'activité très important au moment des récoltes. Alors, je vous avoue, il me semble que le moment des récoltes est réparti sur plusieurs mois de l'année, mais le gros temps fort, c'est en septembre, je crois. Et là, je m'excuse si jamais le mois de septembre n'est pas le bon. L'idée étant de se dire qu'à ce moment-là, ils intègrent énormément de saisonniers, et tous ces saisonniers-là n'ont évidemment pas l'habitude de travailler sur les machines, dans l'entreprise, sur les problématiques, etc. Il faut les former, sauf que les former, ça prend du temps et ça mobilise des personnes. Là, avec une solution comme Spectral, on va pouvoir leur dire, on va commencer par vous faire des petits scénarios en salle blanche pour commencer peut-être à se familiariser avec les protocoles ou avec les façons de faire, puis ensuite sur des machines. Et puis comme ça, très rapidement, les personnes peuvent, en autonomie ou en presque autonomie, se former et devenir opérationnelles. Reste après à faire une validation par les chefs de ligne ou les responsables de production. Et puis ensuite, la personne est partie pour sa saison. Si jamais il y a besoin de faire des remises à niveau, on peut tout à fait mettre en place des scénarios spécifiques pour venir évaluer telle ou telle dimension. Voilà. Donc voilà un petit peu là où vous pouvez vous concentrer aujourd'hui si vous avez des projets d'investissement. Alors je me permets par contre de compléter cette slide-là
Je vois projet d'investissement. C'est vrai qu'aujourd'hui, enfin vraiment à l'instant T, cette notion de projet d'investissement peut peut-être être un petit peu de second plan parce que bon, on est tous confrontés à la situation difficile depuis le confinement et même depuis le déconfinement où ben, les entreprises ont de moins en moins d'argent à dépenser dans des projets d'innovation. Alors, c'est effectivement, c'est une réalité que nous, on comprend tout à fait. En revanche, ce que vous pouvez voir, c'est que nous, c'est pas de l'innovation. Enfin, vous pouvez voir Spectral et la réalité augmentée, évidemment, comme une technologie innovante, mais nous, on met un point d'honneur à se présenter et à travailler de sorte à ce que ce soit pas un projet nouvelle technologie où on teste un gadget pour voir si ça a du sens. Non, non, on essaie vraiment d'orienter toutes les problématiques et toute notre force de frappe sur des projets qui vont avoir un impact sur la production ou sur la maintenance ou sur la formation, mais qui vont surtout avoir un ROI à très court terme pour vous. Voilà, donc il faut voir ça comme ça. Ça peut être une solution qui vous aide à sortir de situations compliquées très rapidement. C'est pas se dire aujourd'hui je teste la réalité augmentée et dans 3 ans je commence à percevoir des retours sur investissement. Nous on a vraiment cette vocation à être impactant très rapidement. Alors, quel support pour la réalité augmentée? Donc là, on en a déjà un petit peu discuté. Enfin, on a déjà discuté beaucoup de la partie de droite, on va dire, qui va être les lunettes de réalité augmentée et plus particulièrement les lunettes HoloLens de Microsoft. Mais finalement, il existe d'autres devices, donc pardon, support, excusez-moi, comme le mobile et la tablette. Nous, chez Spectral, ce qu'on voit, c'est que les deux sont complémentaires. D'un côté, la lunette de réalité augmentée va permettre, donc voilà, c'est les points qui apparaissent en dessous, hein, mais va permettre d'avoir un affichage beaucoup plus contextuel pour l'utilisateur parce que c'est directement dans son champ de vision. Donc, en haut à droite de là où je regarde, je vais avoir des informations qui vont me dire quels sont les EPI, par exemple, que je dois constamment avoir à ce moment-là. Ça peut être ce type d'information-là. Après, finalement, nous, on peut faire apparaître un petit peu tous les éléments qu'on veut. On a la possibilité de pouvoir très facilement interagir avec des collègues à travers le remote assist, par exemple, donc l'expert distance dont je vous parlais tout à l'heure. Mais l'un des gros points forts des lunettes, c'est surtout de laisser libre les deux mains de l'utilisateur. Donc ça, c'est quand même un élément à noter. En revanche, l'un des points négatifs, on va dire, aujourd'hui des lunettes HoloLens, c'est que les industriels ne sont pas équipés avec ce type de device-là. Donc, c'est sûr qu'il y a un coût initial en termes parce qu'il faut acquérir ces lunettes-là, qui est important. Alors qu'à l'inverse, la plupart des industriels, ou du moins, surtout la plupart des opérateurs et des employés des grands groupes industriels sont tous équipés d'un mobile et d'une tablette ou d'une tablette. Donc ça évite quand même cet investissement initial, mais on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de contraintes qui sont liées au mobile. Par exemple, en contraste avec les lunettes, c'est que un mobile ou une tablette, il faut le tenir dans au moins une de ses mains. Donc déjà, ça, c'est un peu pénalisant quand on a besoin de manipuler à l'aide de ses deux mains certains éléments, certaines machines qui peuvent présenter des problèmes. En revanche, ce qui est intéressant avec la tablette ou le téléphone, c'est que déjà, c'est une solution qui est démocratisée. Tout le monde sait se servir d'un smartphone, tout du moins une très grande majorité des gens savent se servir d'un smartphone. Donc en termes de prise en main et d'adaptation pour les équipes, c'est finalement quasiment nul ce temps-là, puisque c'est déjà fait. Il y a aussi le fait que le mobile, la navigation sur mobile est quand même beaucoup plus agréable quand il va s'agir de faire des relevés de données. Par exemple, je fais ma tournée de maintenance de niveau 1. Bon, faire remonter l'information de quelle est la pression sur mon manomètre. Avec les lunettes, ça peut être un peu laborieux parfois parce que la technologie a ses limites hein, quand même. Les interactions qu'on a avec les hologrammes sont plus que correctes. On va pas se mentir, surtout avec les HoloLens 2, mais reste encore perfectible. Tandis qu'avec un mobile, finalement, on va aller sur le champ et puis on va très rapidement noter la valeur qu'on veut noter. Et puis ensuite, ça va être enregistré dans une base de données. Donc l'idée de se dire, c'est que les deux sont complémentaires. Les lunettes vont nous permettre de travailler sur des cas où on a besoin d'avoir les mains libres, avoir un nombre d'informations assez importantes et potentiellement de communiquer directement avec un collègue. Tandis que le mobile ou la tablette, ça va être sur des cas où on a besoin d'obtenir une information très rapidement. Par exemple, je passe devant un tableau électrique, j'ai besoin de savoir qui est la dernière personne pardon, le terme m'échappe,
Bon, peu importe. Si j'ai besoin de passer derrière un moteur et de constater qui est la dernière personne qui a fait la maintenance dessus, et ben, je vais pouvoir passer avec mon mobile, scanner le moteur et on va me sortir un petit peu la fiche d'identité du moteur et on va me dire que la dernière personne, c'est mon collègue qui a fait une opération qui était telle opération il y a une semaine de ça. Donc très rapidement, on peut s'orienter vers cette personne-là en disant est-ce que tu avais constaté une anomalie à tel endroit, etc. Donc voilà, il y a ces deux supports-là et nous, on estime que les deux sont pertinentes, mais surtout que les deux sont à utiliser ensemble. Aujourd'hui, notre solution lunettes est opérationnelle. Notre solution mobile va arriver d'ici la fin de l'été. Voilà. Donc, à savoir que si vous étiez plus intéressé par une version mobile que par une version lunette, eh ben, on pourra vous présenter tout ça d'ici début septembre, on va dire. Mais on peut déjà travailler sur des cas d'usage lunettes auxquels vous n'avez pas forcément pensé. Alors, donc ça c'est le cas particulier donc de Veolia. Ce que je vous propose, c'est que je vous passe une vidéo assez courte parce que je vois que le temps défile. Je parle beaucoup et je m'en excuse. Je vais vous partager mon écran. Je vous passe la vidéo et après on va passer aux questions-réponses. Ok. Ok. Donc là, ici, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter directement la partie lunettes, qui est quand même la partie un peu plus intéressante. Et je vais avancer. On vous mettra la vidéo à disposition, évidemment, pour que vous puissiez en prendre connaissance. Et c'est pour vous montrer comment est-ce que se matérialise concrètement la solution spectrale. Julie, est-ce que le retour image est bon? Bon, alors moi, ça charge. Ouais, ok. Ok. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on est à travers les lunettes. Donc potentiellement, si demain vous utilisez du remote assist, la personne qui sera derrière l'ordinateur sera en train de voir ce que vous êtes en train de voir en ce moment. C'est-à-dire des éléments digitaux ajoutés au réel et qui sont directement retransmis dans le champ de vision de l'utilisateur. On va avoir au milieu une balise orange qui va finalement être, nous, ce qu'on appelle un point d'intérêt, ce qui permet de localiser très précisément l'élément sur lequel on a besoin de se concentrer en y ajoutant des informations. En l'occurrence, ici, on a affaire à l'armoire électrique du dégrilleur. Et on a besoin de faire une vérification. Bon, alors, c'est assez vague, c'est dans le cadre d'une démonstration, mais on a besoin de faire une vérification sur ce dégrilleur. Ici, vous avez notre menu qui nous permet d'interagir de différentes façons. Et vous allez voir, ce qui est intéressant, c'est que on va pouvoir positionner des images ou n'importe quel type de média dans le réel. Et ici, l'idée, c'est de se dire, on doit faire une vérification sur l'armoire électrique du dégrilleur. Ben, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris une photo de l'état standard du dégrilleur, qu'on est venu positionner en haut du dégrilleur réel. Et là, comme ça, l'opérateur, dans le cadre de sa maintenance, n'a qu'à faire un contrôle visuel et finalement jouer un petit peu au jeu des 7 erreurs. Et on remarque ici qu'il y a conformité ou non. Dans le cas où il y a conformité, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Si jamais il n'y a pas conformité, on va pouvoir faire ce que nous on appelle un dépôt d'alerte, qui est finalement une demande d'intervention. C'est-à-dire que l'utilisateur, en pied de machine, va pouvoir dire, voilà, moi j'ai fait ma vérification du dégrilleur, je constate qu'il y a une anomalie, ce que je vais faire, c'est que je vais la commenter et la faire remonter sur la base de données. Là, ce qu'on voyait précédemment, c'est qu'on pouvait prendre des photos, prendre des vidéos, prendre des enregistrements audio. On va retrouver ces informations-là aujourd'hui sur la plateforme spectrale. Cette plateforme spectrale, quand demain on sera déployé chez vous, on va pouvoir la faire communiquer avec votre SI et ça peut passer par exemple par votre GMAO. Donc voilà très rapidement pour la vidéo. Ce que je vous propose, c'est que je vous enverrai aussi une autre vidéo qui présente notre interface sur HoloLens 2 et qui reprend cette vidéo-là en entier avec la partie création de contenu. Alors, je regarde rapidement. Bon, j'avais une dernière slide qui était quels étaient nos clients. Bon, on a eu l'occasion d'en discuter, mais on va avoir du Michelin, qui est notre client historique. On va travailler chez Orange sur du data center, Veolia, assainissement des eaux, Air Liquide, EDF. Maintenant, on travaille aussi beaucoup avec Biomérieux. Finalement, on travaille avec tout type d'industrie. Très honnêtement, notre solution n'est pas spécifique à l'aéronautique ou l'aérospatiale ou à je ne sais quelle industrie. Elle est propre à l'industrie et plus spécifiquement au métier de la maintenance, au métier de la production et à la formation à ces métiers-là. Voilà. Et puis après, en partenariat, on va avoir, on a Microsoft évidemment avec lesquels aujourd'hui on est assez proche au vu du HoloLens et tout le travail qu'on peut faire dessus. Mais on va aussi avoir des partenaires qui vont être des cabinets de conseil. Potentiellement, vous travaillez déjà
avec des cabinets qui vous font des diagnostics 4.0, par exemple, des choses comme ça. Ben, nous, on travaille avec ces entreprises-là puisqu'on est en capacité de leur mettre à disposition une solution opérationnelle que eux peuvent ensuite proposer à leurs clients. Voilà. Alors, écoutez, la phase questions-réponses, donc ce que je vous propose, c'est que je passe rapidement sur les questions qui ont été posées. Je vois que Julie, donc je la remercie, a répondu à un certain nombre de questions. Je vais peut-être essayer d'étoffer un petit peu les réponses, ou si vous avez une nouvelle question, n'hésitez pas. Je vais d'ailleurs commencer par les nouvelles questions. Une question donc d'Eddie. Est-ce que la solution fonctionne obligatoirement avec une connexion Internet? C'est une bonne question. Et la réponse est non, c'est pas une obligation. Il s'avère que comment dire, on a besoin d'une connexion au moment où on a besoin de faire remonter des informations de la plateforme au logiciel embarqué, ou bien pour faire redescendre des informations du logiciel embarqué à la plateforme. Mais lorsqu'on est en opération, on n'a pas forcément besoin d'avoir cette communication en instantané. Ici, ce qui nous a amené à développer cette fonctionnalité offline, c'est aussi de se dire que l'environnement industriel ne nous permet pas d'avoir une connexion fiable constamment. On était chez EDF hydroélectrique, pardon, sur des barrages. Bon, quand on a 3 mètres de ciment à droite et 3 mètres de ciment à gauche, évidemment, c'est un peu compliqué d'amener un réseau Wi-Fi ou un réseau 4G. Mais à ce moment-là, c'est pas grave. On a pu déposer nos scénarios en offline, on peut les réaliser. Et puis derrière, quand on retourne au poste de contrôle, eh bien, on vient simplement se connecter à Internet, les informations redescendent, et tout est mis à jour. Donc non, c'est pas une obligation, et il n'y a même pas de mode dégradé quand on est offline. La seule limite, c'est que par exemple, des cas comme le remote assist, vous vous en doutez, si on n'a pas de réseau Internet, on peut difficilement appeler un collègue. Je prends la question également de Laurent Lombard. Au niveau du format web, tableur, traitement de texte, autre. Alors, je vais donner un élément de réponse. Je suis pas sûr que ce soit exactement ce à quoi vous vous attendez, mais nous, sous quel format sont récupérées ces informations? Ok, pardon. Ok, d'accord. Donc nous, les informations aujourd'hui, donc on les stocke dans notre base de données, et puis finalement après cette donnée-là, on peut la traduire un petit peu comme on veut. On peut très bien imaginer mettre à disposition des PDF, des rapports d'intervention. Mais aujourd'hui, ce qu'on constate beaucoup, c'est que ce qui est intéressant, c'est de mettre à disposition des fichiers type tableur. Alors là, bon, on peut passer sur tous les fichiers, que ce soit du CSV ou du XLS. C'est à la limite peu important pour nous, dans le sens où on peut s'adapter à toutes ces problématiques. On a une équipe de développement interne qui, c'est accessoirement quelque chose d'assez intéressant, puisque on a cette chance d'avoir une équipe à part entière qui va pouvoir prendre en compte les remontées de nos clients et faire des propositions d'amélioration de la solution de sorte à ce que ça vous convienne finalement. Et puis si demain vous voulez un tableur en CSV avec telle et telle colonne qui ressortent, il n'y a pas de souci. On s'adaptera nous à ce que vous désirez. Et ça, c'est le cas pour à peu près tous les éléments. Donc, par exemple, hier, on avait des prospects de chez Saint-Gobain qui, eux, nous disaient, c'est pas mal votre format de création de contenu, mais nous, on a déjà tous nos modes opératoires qui sont en format Excel. Est-ce qu'on peut imaginer demain faire une importation massive de tous nos fichiers Excel de sorte à ce que ça crée des scénarios automatiquement? Mais à ce moment-là, il n'y a pas de souci. C'est simplement ce qu'il faut qu'on définisse, c'est les champs que eux voient apparaître et comment est-ce que nous, on les traduit sur la plateforme. Et là, on avait réussi à converger vers un format qui était, on a un nom d'action, un endroit où c'est localisé, une description de l'opération effectuée, et puis ensuite, par exemple, deux champs qui vont être photo conformes et photo non conformes. Et comme ça, très rapidement, on crée une étape où on nous donne une localisation, une opération effectuée, et en plus une aide visuelle qui nous aide à dire, sur cette opération, si j'ai ça devant les yeux, je suis en conformité. Si j'ai si j'ai pas ça devant les yeux, évidemment, je suis en non-conformité. Alors, vous avez des retours sur la différence RARV sur le terrain? On entend beaucoup parler des deux, mais je ne sais pas bien la différence pratique. C'est effectivement une bonne question, parce que on nous met un petit peu dans le même panier, parce qu'il y a, ça va bien, même quand on dit les deux ensemble d'affilée, RARV. Donc, on se retrouve souvent associés. Il s'avère que, d'accord, on s'appuie tous les deux sur un device qui est bien souvent des lunettes. On doit développer des logiciels en interne pour proposer quelque chose de concret. Mais dans les cas d'application, on se rend compte que c'est totalement différent. La réalité virtuelle
va permettre d'immerger un utilisateur dans un monde digitalisé, monté de toutes pièces. Donc là, par exemple, vous voyez dans la salle dans laquelle je suis, c'est une salle de réunion on ne peut plus basique. Et je peux mettre des lunettes et me retrouver dans un environnement industriel. Le problème, c'est que mes mouvements vont être limités et mes interactions surtout avec mon environnement vont être très limitées puisqu'à part une interaction visuelle où je peux constater que telle machine ressemble à telle chose ou ce type d'élément-là, je peux pas faire grand-chose de plus. Donc la réalité virtuelle, c'est intéressant pour des personnes qui ont besoin de se familiariser avec un environnement spécifique, par exemple un environnement industriel. La réalité augmentée, c'est différent, puisque là, on va non plus être dans cette salle de réunion, quand bien même je peux faire afficher mon modèle 3D si je veux sur ma table et commencer à regarder un petit peu le moteur et puis à travailler dessus avec des collègues en se disant, bon, ok, le moteur est conçu comme ça, peut-être qu'on pourrait faire telle ou telle chose. Et surtout, ce qui est très intéressant avec la réalité augmentée, c'est de se dire, demain, on va mettre les lunettes de réalité augmentée sur la tête, ça va ajouter des informations, mais on sera déjà dans un environnement concret où on aura les bruits, on aura alors les odeurs aussi qui peuvent parfois aider, mais surtout on aura la possibilité de toucher aux machines et de toucher concrètement à notre environnement. Donc c'est plus concret, mais ça demande quand même, il faut prendre en compte que la personne qui va utiliser la réalité augmentée en milieu industriel doit être un minimum familier avec cet environnement-là, puisque on sait tout ce que ça peut impliquer avec notamment tous les protocoles de sécurité qu'il y a à appliquer. Donc on va dire que les deux sont complémentaires, mais en tout cas ne traitent pas forcément les mêmes cas. Et la réalité virtuelle, est quand même très orientée formation. Formation, ça c'est quelque chose aujourd'hui qui marche beaucoup pour ces entreprises. Tandis que nous, on va pouvoir faire de la formation opérationnelle, de la formation concrète, mais on va aussi pouvoir aider des équipes de production ou de maintenance dans des opérations qu'ils ont à réaliser. Spectral Studio est-il un logiciel ouvert, c'est-à-dire que je peux créer mes scénarios à volonté et les diffuser dans les lunettes? Alors, je ne sais pas si la définition du terme ouvert est la bonne. Enfin, moi, tout du moins, j'en comprends une autre, c'est-à-dire que c'est un logiciel public. Non. Mais en tout cas, on vous met à disposition le logiciel sans aucun souci si on est amené à travailler avec vous, puisque là, en fait, finalement, notre logiciel studio, notre partie studio n'a pas lieu d'être sans la partie view, donc le logiciel embarqué. Mais en revanche, une fois qu'on vous la met à disposition, c'est ouvert dans le sens où oui, vous avez la possibilité de créer une infinité de contenus, que ce soit des utilisateurs, des scénarios, ce qu'on appelle des points d'intérêt, donc qui vont être des machines ou des composants, mais aussi des bâtiments, des salles. L'idée étant de se dire que moi je suis client Airbus, je travaille sur le site de Toulouse. Je vais créer tout un tas de protocoles pour Toulouse, mais peut-être que mes collègues qui sont sur le site de Nantes d'Airbus vont avoir des problématiques qui sont les mêmes. Par exemple, je fais affaire à la même machine Toulouse. Toulouse a un savoir-faire très poussé sur cette machine. On travaille tous pour Airbus. Et l'idée étant de se dire, on va pouvoir partager ce savoir-faire aux collègues de Nantes. Et là, une des applications qu'on va mettre en place, qu'on cherche à mettre en place, c'est de se dire, j'ai créé tout un tas de scénarios sur une machine donnée. Plutôt que de se dire, je vais aller à Nantes pour installer les scénarios sur une nouvelle machine, on va pouvoir, à l'aide d'un système de QR code, récupérer les informations qui ont été développées à Toulouse et les redéployer en un seul clic, entre guillemets, plutôt en un seul regard, sur ma machine qui est positionnée à Nantes. Et après, je vous parle de Toulouse et Nantes, mais ça peut être Paris et Pékin, par exemple. Voilà. Alors, si vous avez des dernières questions, n'hésitez pas. Il nous reste une petite dizaine de minutes si jamais vous avez du temps. Je remonte aussi dans les questions. Il est donc possible de remonter de l'info directement du terrain. Pedro Jantet. Donc Julie avait répondu un petit peu à la question, mais oui, il est tout à fait possible de faire remonter de l'info du terrain. Ça peut passer par ce qu'on vous a présenté tout à l'heure, ce qu'on a appelé le dépôt d'alerte. Donc je constate une anomalie. Je suis sur le terrain, je constate une anomalie, et je vais pouvoir faire remonter cette information-là. Mais il y a aussi des informations qui sont remontées et qui sont assez intéressantes et aujourd'hui peu accessibles, qui vont être toutes les données liées à notre activité sur les opérations qu'on réalise. J'explicite, c'est-à-dire que aujourd'hui, quand on réalise une opération de maintenance, on nous appelle, on effectue l'opération et puis une fois que le problème est résolu, l'opération est terminée. Sauf que entre le moment où on nous appelle pour diagnostiquer l'opération et le moment où c'est terminé, il se passe finalement quand même une quantité de choses assez intéressantes. Combien de temps est-ce que ça m'a pris? Combien de personnes j'ai dû mobiliser?
combien de je ne sais quoi j'ai dû mettre en place. Enfin, voilà. Et nous, on va être capable de mesurer toutes ces choses-là, de le faire remonter sous forme de données informatiques. Et l'idée étant de se dire que ces données, plus on va en avoir, plus on va pouvoir les traiter. Et plus on va pouvoir traiter de données, plus on va pouvoir anticiper un petit peu le futur. Et là, j'introduis très légèrement la notion de maintenance prédictive et non plus préventive. C'est-à-dire, sur toute l'année dernière, dans mes cas de maintenance de niveau 1 sur la machine de données, j'ai vu que toutes les 3 semaines, j'avais tel élément qui cassait. Bon, peut-être qu'on peut se dire que dorénavant, au lieu d'attendre que 3 semaines, l'élément casse et je le répare, et peut-être qu'au bout de 2 semaines et 6 jours, j'envoie une personne pour réparer l'élément parce que je sais qu'il va casser. Ça peut être ce type d'information qu'on va pouvoir récupérer à l'aide de cette remontée de données. Je vais prendre la dernière question et puis ensuite, je pense qu'on pourra clôturer. Alors, les 2 dernières questions, du coup. Est-ce que votre solution intègre des fonctionnalités d'audit, type suivi des contrôles avec des preuves photos et autres? C'est un élément fondamental chez nous et je verrai bien l'ARA fonctionner là-dessus. Ça correspond exactement à ce que j'étais en train de mentionner juste avant. C'est de se dire que oui, nous, en fait, toute la donnée qui aujourd'hui doit être transmise pendant les audits, on est en mesure de la récupérer et de vous la mettre à disposition. Et donc là, on reboucle un petit peu avec la question précédente, c'est de se dire maintenant simplement sous quel format est-ce que vous voulez qu'on vous le remonte, mais on peut tout à fait le faire remonter pour que vous puissiez le présenter aux personnes qui vous auditent. Et nous, l'un des enjeux aussi sur lesquels on aimerait bien travailler dans le cadre d'audit, c'est de se dire que des structures officielles d'audit puissent se dire un logiciel comme Spectral est un logiciel certifié pour mener à bien des audits. Alors là, pour nous, c'est du pain béni et pour vous aussi, puisque finalement, automatiquement, les documents d'audit seraient faits et en plus seraient validés par ces entreprises-là. Et il y aurait un gain de temps énorme pour tout le monde. Et, tac. Alors, et ensuite, est-il possible d'avoir une démo du produit en fonctionnement pour test? Alors, j'imagine que c'est une démonstration. Écoutez, c'est parfait comme question pour clôturer. Parce que moi, ce que je vous propose, parfait, parfait. J'imagine que vous avez des coordonnées mail qui doivent être les miennes ou celles de ma collègue Julie ou celles de quelqu'un. Dans tous les cas, de toute façon, vous allez recevoir le mail, etc. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tous vous envoyer un mail après. Mais pour vous expliquer très rapidement de la façon dont on peut mettre en place des démos produits, nous, aujourd'hui, c'est qu'on fait la chose suivante. Et sans surprise, c'est ce que je vous expliquais un petit peu plus tôt. Hein. C'est qu'avec vous, on va identifier des endroits où vous constatez des problèmes et où vous pensez qu'il y a une pertinence pour implémenter de la réalité augmentée. Nous, on va discuter de ces sujets-là avec vous et on va essayer d'y associer des ROI potentiels. On sait que c'est difficile de trouver des ROI très concrets dès ce moment-là, mais en fait, on va ensemble définir un business case qui va être se dire, je veux travailler sur telle problématique. En plus, potentiellement, je vais avoir des gains qui vont impacter telle ou telle métrique. Une fois qu'on a réussi à assembler ces éléments-là, on se dit, on a un cas d'usage qui devrait être pertinent pour vous. Maintenant, ce qu'on vous fait, c'est qu'on vous montre la solution en l'appliquant sur cette problématique-là. Et donc, on va aller créer le scénario sur le moteur ou sur le process en question. On va aller positionner la solution donc chez vous, avec vous, et on va pouvoir la faire tester aux différents intervenants. Ça peut être des responsables de site, des responsables d'équipe, des opérateurs. Enfin, toute la population présente peut tester ce cas-là. Et donc, nous, c'est avec grand plaisir qu'on fait ces démonstrations, puisqu'ensuite, une fois que ces démonstrations sont concluantes de votre côté et d'une autre, on peut passer dans la suite. Et la suite, on part sur un projet d'un peu plus grande envergure, où là, c'est ce qu'on appelle un pilote. Hein. Un pilote, c'est pendant une phase allant de 1 à 6 mois, tout dépend du besoin. Et on va aller creuser des nouveaux business cases et de sorte à développer les cas sur lesquels on peut appliquer la réalité augmentée chez vous. Et l'idée étant de définir un maximum de cas d'usage pour ensuite préparer une phase de déploiement sur des problématiques qui sont cohérentes. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Alors il y a une autre session la semaine prochaine. Je pense qu'on dira plus ou moins les mêmes choses. Donc je ne sais pas si c'est utile d'assister aux 2 sessions. Mais en tout cas, je remercie toutes les personnes qui ont été présentes aujourd'hui. Les questions étaient intéressantes. C'était nous la première fois qu'on faisait cet exercice de webinaire et c'est toujours intéressant de voir qu'il y a un intérêt qui est manifesté chez les personnes avec lesquelles on peut potentiellement travailler, qui ont en plus des questions associées à notre solution. Donc, c'est qu'il y a quand même
un intérêt qui est manifesté aussi et que vous arrivez à vous projeter avec cette solution. Donc encore une fois, je vous remercie. Je remercie Julie pour l'organisation et puis je vous souhaite une bonne journée et puis une bonne continuation. Et certainement à très bientôt. Au revoir.